Bonjour les amis, bienvenue à tous et à toutes dans cet unique JT du grenier où on doit régler l'autofocus, réalisé sans montage, sans trucage, sans coupage, sans rien, direct, en différé, rien que pour vous. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à toujours un super sujet sur la richesse et sur la manière dont éventuellement on peut créer la richesse. Alors vous savez, j'ai aucun problème pour vous parler de la richesse du haut de mon grenier normand, puisqu'évidemment, on va chacun définir la richesse telle qu'on le souhaite, et la richesse n'est pas que financière, bien évidemment, on va le voir, et pourtant, même si la richesse n'est pas que financière et pas que monétaire et pépette sous argent-monnaie, eh bien, les recettes de la réussite et de la richesse sont toujours les mêmes, et je trouvais ça très intéressant qu'on réfléchisse ensemble là-dessus. Alors vous savez, quand on commence à réfléchir, eh bien, on commence à désobéir, disait un des anciens grands directeurs de la BNP, mais surtout quand on commence à réfléchir, eh bien, ça provoque, ça titille, ça peut déstabiliser, donc forcément, la réflexion, ça remet en cause parfois ce qu'on appelle les idées préconçues. Alors on va réfléchir ensemble, je ne suis pas là pour vous dire comment penser, pour vassonner des vérités, non pas du tout, mais en revanche pour dérouler avec vous et partager avec vous des réflexions pour enrichir évidemment la réflexion de tous, et puis elle se poursuit dans les commentaires évidemment en bas. Alors, tout le monde déteste les riches et pourtant tout le monde veut le devenir, et tout le monde aime les pauvres évidemment, mais personne ne veut l'être. C'est très important de parler et de partir à mon sens de ce paradoxe. À la fois, on a une fascination et une détestation des riches, en particulier en France. Or, pourtant, encore une fois, dans la richesse, il ne faut pas mettre que l'argent. Il faut mettre l'ensemble de la richesse, et donc richesse comme synonyme, à mon sens, de réussite. Et on va développer ça. Et puis évidemment, tout le monde aime les pauvres, mais personne ne veut le devenir. On a deux hémisphères dans le cerveau, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. C'est comme en politique, on est tous un peu de gauche, un peu de droite. Quand on n'est pas bien et qu'on a besoin de bénéficier de la solidarité nationale, on se sent très de gauche, et puis quand on a beaucoup de sous et qu'on paye beaucoup d'impôts, on se sent plutôt tout d'un coup très de droite. Et on a tous cette ambivalence et cette ambiguïté en nous, il ne faut pas la rejeter, c'est comme ça, on est intrinsèquement comme ça, il faut s'accepter tel que l'on est. Et en l'occurrence, quand j'emmène mon gamin à l'hôpital la nuit, puis qu'il est soigné, évidemment qu'on ne vous demande pas les sous, le machin, le truc, etc., vous êtes, votre hémisphère gauche est très content, et puis quand vous recevez après votre feuille d'imposition, votre hémisphère droit est très mécontent, et pourtant tout cela est bien entendu très nuancé, et il faut l'étudier et le regarder avec beaucoup évidemment de sagesse et de pondération. Alors, on déteste tous les riches et on veut l'être, on aime tous les pauvres et on a peur de l'être, et pourtant peut-on comprendre et apprivoiser la richesse et les processus de la richesse, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler avec gourmandise aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, Ruffin, que j'aime bien, le député Ruffin, merci patron, il a parlé de Bernard Arnault. Alors Bernard Arnault, c'est le président de la société LVMH, la grande société de luxe, et donc il dit ça, Ruffin, il dit la disproportion, elle ne pose plus la question du mérite. On ne peut pas dire que Bernard Arnault a 400 000 fois plus de mérite qu'une ouvrière, dénonce-t-il, et je trouve que c'est une phrase qui est superbe en réalité, parce qu'elle pose un débat philosophique là. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, je critique pas du tout le député Ruffin, donc encore une fois, j'apprécie beaucoup l'engagement politique et les voix des sans-voix qu'il peut porter à l'Assemblée nationale. Donc je n'aimais pas une critique bête et méchante à l'égard du député Ruffin, vraiment loin de là. Mais pourtant, il pose cette question fondamentale de la valeur relative de chaque individu. Et peut-on dire qu'il y a une valeur relative ou qu'il y a une valeur différente entre chaque individu ? Et ça, c'est un débat qui est sacrément dérangeant. Peut-on, dans un monde où on encense l'égalité, dire qu'il y a une inégalité, nommer l'inégalité et puis accepter l'inégalité ? Waouh ! Vous voyez, c'est un peu abyssal comme questionnement. Et si on va un petit peu plus loin, là, il parle du mérite, Monsieur Ruffin. Mais en fait,
le mérite, c'est ni de l'argent, ni une notion économique, en fait, la notion de mérite. Là, on est en termes de valeur morale, d'accord, quand on parle du mérite. Il dit, est-ce que son ouvrière, elle est 400 000 fois moins méritante? Certainement pas. Mais pourtant, peut-être que sur certains aspects, oui, mais peut-être que pas. En revanche, si on raisonne par l'absurde, ou en tout cas par l'extrême, on peut dire, et on peut tous être d'accord, que le violeur d'enfants multirécidiviste, meurtrier en série, il n'a forcément pas la même valeur que l'ouvrière qui travaille chez Monsieur Arnaud et chez LVMH. Et on peut dire sans nul doute, et on s'accordera tous là-dessus, que le violeur multirécidiviste, assassin, criminel en série sur des enfants, il vaut au moins 400 000 fois moins que la maman méritante, mère célibataire qui travaille toute seule et qui se bat quotidiennement pour élever ses enfants, leur payer les meilleures études, etc., etc. Donc, il y a bien une notion de valeur relative. Tout ne se vaut pas et tous les êtres humains ne se valent pas. Évidemment en valeur morale. Et donc quand on est en valeur morale, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement subjectif, même si là, sur le coup du meurtrier assassin en série, je pense que c'est pas très subjectif et qu'on est à peu près tous d'accord, si on n'est pas psychopathe, pour dire que, évidemment, lui, il n'a pas la même valeur que les autres. Donc peut-on avoir un écart de 400 000 fois moins ou plus de valeur d'un individu à l'autre? Eh bien, c'est encore une fois pas forcément si tranché que ça, et quand le député Ruffin affirme qu'en fait c'est pas possible de valoir plus ou moins de 400 000 fois, eh bien la valeur morale elle est forcément relative, et donc après comment vous quantifiez l'écart? Comment vous mesurez cet écart? J'ai pas la réponse, mais je pose la question parce que c'est ce que ça implique. Comment je mesure des écarts de valeur? Comment j'y mets du rationnel et comment je peux rationaliser à travers des quantifications objectives cet écart de valeur? Vous voyez un petit peu la profondeur du débat philosophique qu'on peut avoir à ce sujet. Et je trouvais que c'était intéressant de partir de là. Et de partir de là, non pas pour dire « Ouais, vive les inégalités, c'est génial, évidemment, cette ouvrière, elle vaut moins ». Non, c'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, la question que ça m'amène à me poser et à avoir envie de partager avec vous, c'est comment peut-on arriver à 400 000 fois l'écart de valeur si on l'exprime, cette valeur, uniquement en monnaie et en argent, d'accord? On ne l'exprime pas en valeur morale, on ne l'exprime pas en nombre d'assassinats, on ne l'exprime pas, je sais pas moi, en QI ou en intelligence, parce que finalement, on pourrait regarder, imaginer qu'on fasse un truc, c'est, on prend l'ouvrière la plus intelligente des usines LVMH, et puis on va quantifier la valeur de QI entre cette ouvrière la plus intelligente et puis le patron Bernard Arnault de LVMH. Et puis là, bon, vous voyez, et donc quel écart de valeur va-t-on avoir sur la mesure QI? Voilà, c'est des expériences par l'absurde. Tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que on peut quantifier des valeurs différentes. On peut avoir des valeurs différentes, on peut en mesurer, et se pose la question de qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on comptabilise, qu'est-ce qu'on essaye de comparer. Voilà, et je trouve que le débat, encore une fois, il est profondément vertigineux. Et il est vieux comme l'humanité. Donc, moi, la question ici que je pose, c'est comment peut-on en arriver à un écart financier? On va reconcentrer ça sur un écart financier et monétaire de 400 000 fois, comme le dit le député Ruffin. Alors, différentes valeurs mais des droits identiques, et ça c'était un petit rappel très important, c'est-à-dire il ne faut pas confondre les différences de valeur, encore une fois, relatives. Je suis grand, tu es petit, j'ai plus de valeur que toi en termes de poids parce que je pèse 105 kilos et puis toi tu vas en peser 65, donc en termes de kilos j'ai plus de valeur, en termes d'argent je peux avoir plus de valeur, en termes de QI je peux avoir plus de valeur, en termes de dépôt de brevet je peux avoir plus de valeur que le suivant ou que le collègue d'à côté, en termes de publications scientifiques dans la revue Nature, tel scientifique, tiens, au hasard, le professeur Didier Raoult, il y a plein de publications, beaucoup plus que bien d'autres de ses confrères. Alors, je suis jaloux, je suis machin, j'ai plus de valeur, j'ai moins de valeur, j'ai plus de notoriété, moins de notoriété, plus de followers, moins de followers. Donc voilà, on a des quantités très importantes de quantification ou de mesures possibles de différentiel de valeur d'un individu à l'autre.
Pour autant, on ne doit pas confondre ces différences de capacité ou de valeur, même morale, qui sont forcément subjectives pour partie, avec les droits et les principes démocratiques. Et le droit et les principes en démocratie, c'est un homme égale un vote. Donc le vote de l'ouvrière de LVMH, eh bien, elle a un vote au même titre que le patron de LVMH qui vaut 400 000 fois plus, peut-être financièrement, mais le jour où on va tous poser un bulletin dans l'urne, il n'en met pas 400 000 des bulletins, monsieur Bernard Arnault, il n'en met qu'un, parce qu'un homme égale un vote, et donc là on est dans un principe démocratique d'égalité de droit. Et il ne faut pas confondre l'égalité de droit avec l'égalité de capacité, ou l'égalité évidemment au sens large, sur les possibilités de chacun qui sont forcément différentes. Donc en théorie, dans un système fonctionnel, les droits et les devoirs de tous sont les mêmes et on est tous identiques face à la loi. Ça, c'est dans un monde pur et parfait. On sait tous que c'est un tout petit peu plus nuancé que ça. Alors, Bernard Arnault peut-il valoir 400 000 fois plus que son ouvrière? Excusez-moi. Économiquement, oui. Et encore une fois, cela est basé sur une capacité bien meilleure que le commun des mortels à capter des revenus, de l'argent ou de la richesse. Est-ce que monsieur Bernard Arnault vaut 400 000 fois plus que moi? Quand je vois sa fortune et quand je la compare à la mienne, je peux vous dire que vraisemblablement, oui, il les vaut. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir quel est l'écart, mais de comment il a fait pour capter cette valeur. Et manifestement, il y a chez cet homme et chez un certain nombre d'individus, là, ça c'est le cas le plus emblématique, mais chez plein de gens, que vous connaissez plus ou moins, on voit bien des différences de capacité à capter de la valeur, des revenus, de l'argent, de la richesse. Et donc, est-ce que tout le monde peut capter de l'argent, de la richesse et des revenus? La réponse est oui, sans une seule hésitation, oui, tout le monde va capter de la richesse. D'ailleurs, à ce titre, si quelqu'un gagne 2 000 € par mois en moyenne pendant toute sa vie, à partir de maintenant et pendant les 44 prochaines années, donc quelqu'un qui va se mettre à travailler à 20 ans et qui va arrêter à 64 ans, ah ben non, ça va plus être possible, ça va être 65 ans, mais bon, imaginons donc quelqu'un qui travaille à partir de 21 ans et qui travaille pendant 44 ans, à 2 000 € en moyenne par mois, il va gagner plus d'1 million d'euros dans sa vie, donc il est millionnaire en théorie, il va capter, on n'est pas très loin du SMIC, hein, avec le SMIC qui monte, il va capter évidemment plus d'1 million d'euros dans sa vie. Donc oui, il y a des mécanismes qui permettent d'apprendre comment on capte la richesse, ou en tout cas comment on réussit dans ce que l'on veut réaliser et dans sa propre définition de la richesse. Encore faut-il que ce ne soit pas forcément enseigné par des profs de Sud Éducation. Je n'ai rien contre les profs de Sud Éducation, mais ce n'est pas eux qui sont les mieux placés pour vous apprendre comment être riche quand on déteste la richesse. C'est comme si vous faisiez enseigner les mathématiques par un prof de maths qui commence par arriver en disant à tous ces gamins, les maths, c'est de la bip, surtout bip, c'est de la bip, c'est de la bip. Bon, alors, si c'est de la flûte et de la pipe, les maths, et que votre prof vous véhicule ça, il ne vous véhiculera pas la passion des maths, l'intérêt des maths, et donc vous ne serez pas bon évidemment en maths. Si on vous enseigne la détestation des maths, vous serez mauvais, et les maths vous détesteront. De la même manière avec l'argent, si on vous enseigne la détestation de la richesse, vous serez à l'abri de l'argent et de la réussite très certainement. Alors la réussite, elle est évidemment pas que financière, et c'est très important de le souligner. La richesse, elle peut être sportive, culturelle, intellectuelle, artistique et bien évidemment aussi financière, mais ce n'est qu'un des paramètres, elle peut être spirituelle, etc. Ce n'est que l'un des paramètres de la richesse, c'est qu'une des acceptations, qu'une des définitions du mot richesse. Richesse ne veut pas dire que argent, monnaie, pépette, sous-sous. Et dans tous les cas, les richesses, les recettes de la richesse sont identiques. Alors regardez, d'abord je voulais vous parler rapidement des intérêts composés ou cumulés. C'est important ce mot cumulé, vous allez voir pour la suite. Alors, là je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais je vous ai fait deux petites simulations. Première simulation, je place 1000 €, c'est la somme initiale, je mets 1000 €, et après je mets 100 € par mois de côté chaque mois, alors ça c'est l'équivalent
100 € par mois, ça fait 1200 € par an, c'est l'équivalent du prix d'un iPhone, d'un bel iPhone tous les ans. Voilà, alors entre ceux qui s'achètent un bel iPhone tous les ans, ceux qui s'achètent l'abonnement à Netflix, ceux qui rajoutent la dernière console PlayStation, que sais-je, machin, etc., plus les jeux, globalement, les 100 € par mois, on est très 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 nombreux, quoi qu'on en dise, et si on arrête de jouer les faux pauvres pendant 30 secondes, et de manière objective, on est tous à peu près capables de trouver 100 € par mois, si on travaille, qu'on est inséré, machin, etc. Et je ne vous parle pas de trouver 100 € par mois quand on gagne 15 000, 100 000 ou 20 millions de dollars ou d'euros par mois. Non, je parle sur des salaires tout à fait normaux, entre 1500 et 2500 € par mois. On peut trouver 100 € par mois d'économie, je vous assure. Sur 40 ans, même pas 44 ans, hein, sur 40 ans, avec un taux moyen sur 40 ans de 7%, eh bien, ces 1000 € de départ avec ces 100 € par mois vont vous procurer 262 000 €. Si je change le paramètre et qu'au lieu de mettre 1000 au départ, je mets 10 000 parce que vous avez eu un petit héritage, une prime de départ, de licenciement, des congés payés, un intéressement, bref. Si vous avez eu une petite somme, 10 000 €, c'est pas non plus une somme considérable. Je ne parle pas d'un héritage colossal, je ne vous parle pas de gagner au loto et le gros lot de l'euro-million, non, je vous parle de 10 000 €, c'est quelque chose qui peut arriver quand même dans la vie d'un grand nombre, plus cette même épargne périodique de 100 € tous les mois, plus ces 40 années, le tout à 7%, là on arrive quasiment à 400 000 €, d'accord? Vous voyez quasiment, vous doublez pas, mais c'est considérable l'impact des intérêts composés quand vous épargnez sur une longue durée. Donc quand on vous dit qu'il faut démarrer l'épargne jeune, il y a une réalité économique à cette approche. Et donc Albert Einstein, il était fasciné par les intérêts composés et il disait que c'était la plus grande force de l'univers et que c'était la 8e merveille du monde. Surprenant quand même de la part d'un astrophysicien, d'un des scientifiques les plus brillants de la planète et du monde et de l'histoire de l'humanité. Quand Einstein dit cela, il ne parle pas que d'argent pourtant, hein, parce que tout le monde pense qu'il pense à ces sommes qui grandissent, là, grossissent toutes seules, machin, etc. Mais en fait, Einstein, il s'en fichait un peu complètement des intérêts composés. Lui, ce qui lui plaisait, c'était la formule mathématique, si vous voulez, des intérêts composés, et la puissance exponentielle du phénomène, qu'il trouvait fascinante. Mais surtout, il disait que c'était la plus grande force de l'univers, et quand il vous parle de ça, il ne vous parle pas d'argent. La plus grande force de l'univers, il ne vous parle pas d'argent. Il vous parle de l'effet cumulé et de la notion mathématique d'exponentialité. Je ne sais pas si vous parlez de l'exponentialité, mais enfin de tout ce qui est exponentiel. D'accord ? Et c'est dans l'exponentiel que l'on retrouve la plus grande force de l'univers. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment puis-je déclencher un effet cumulé ou un effet exponentiel pour ma réussite, pour ma propre abondance, pour ma propre réalisation, mon propre épanouissement. Si je suis sportif, comment je fais pour avoir un effet cumulé, par exemple, dans mes résultats sportifs. Alors, ça tombe bien. Maintenant, je vais vous parler de quelques bouquins. Tenez, regardez. Il est là, mais il est là en vrai. C'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Et là, je vais vous parler, et je vais parler avec vous d'un certain nombre d'ouvrages que je vous invite à lire le jour où vous en aurez envie. Et donc ça, c'est sur l'effet cumulé. L'effet cumulé que vous devez maîtriser et mettre en pratique pour déclencher et bénéficier des conséquences de l'effet cumulé, et donc d'un côté exponentiel dans vos résultats, et c'est l'analogie des intérêts cumulés. Alors, comment je fais pour générer un effet cumulé, qui n'est pas forcément financier, pas quantifiable forcément en effet financier, eh bien, de la même manière que les intérêts composés permettent de construire des fortunes financières, l'effet cumulé, c'est les intérêts composés des conséquences de nos bons choix, de notre travail, de notre engagement, de l'amélioration de votre valeur, de formation, de la chasse aux mauvaises habitudes, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez déclencher un effet cumulé de réussite, eh bien évidemment, il va falloir travailler beaucoup, se former beaucoup, avoir une stratégie, chasser ses mauvaises habitudes. Et inversement, si vous faites l'inverse de tout ça et que vous accumulez les mauvais choix, on a tous eu des copains comme ça,
des copines. C'est peut-être plus valable pour les garçons qui ont tous connu des copains qui sont devenus des mauvais garçons. Quand on cumule les mauvais choix et qu'on fait un mauvais choix, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, et qu'on termine en prison, et qu'on termine alcoolique, et qu'on termine drogué, et bien évidemment, c'est très compliqué de déclencher un effet cumulé de réussite. Vous déclenchez l'effet cumulé de la pauvreté et de l'échec. Et donc, l'effet cumulé, il va dans les deux sens. Il va dans celui de l'échec comme dans celui de la réussite. C'est tous, on vous dit qu'il faut bien travailler à l'école, et si tu travailles bien à l'école, eh ben, tu déclenches les effets cumulés du travail, de la réussite, etc., etc. Tout ça, on le sait en réalité. Au plus profond de nous, on sait les conséquences de nos choix, on sait les conséquences de nos renoncements, de nos paresses, etc. Mais le problème, c'est de le faire. Donc l'effet cumulé, c'est important d'en prendre conscience, et ce bouquin est très intéressant et je vous invite à le lire, et je n'ai pas d'action. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? Comment on fait? On commence par avaler son crapaud. Voilà, d'accord? Donc on avale son crapaud quotidiennement selon un vieil adage, et je trouve ça très mignon. Si vous commencez chaque journée en avalant un crapaud vivant, vous aurez la satisfaction de savoir que c'est probablement la pire chose que vous aurez à faire de toute la journée. Donc oui, vous avez l'image, vous avalez un crapaud vivant, bon, effectivement, j'ai pas très envie d'avaler mon crapaud. On vous demande pas d'avaler un crapaud en vrai, vous l'avez compris. C'est une image pour dire, je mange d'abord, adage populaire, ou également, je mange d'abord mon pain noir, et après je terminerai par mon pain blanc, et pas l'inverse, parce qu'une fois que j'aurai mangé mon pain blanc, il ne me restera plus que mon pain noir. Et les choses difficiles à faire, et j'aurai pas envie de les faire. Donc si je commence par tout ce qui est plus difficile, et bien après, plus j'avance dans ma journée, et plus ce sera facile. Brian Tracy nous indique comment porter tous nos efforts sur l'organisation de notre temps ainsi que sur les tâches cruciales que nous risquons évidemment de reporter au lendemain. C'est la procrastination, c'est la paresse, c'est l'envie de pas faire, c'est pas tout de suite, pas encore, pas maintenant, j'ai pas envie, c'est trop dur, vite Netflix, mon canapé, ma couette, c'est vachement plus sympa. Voilà, donc avaler son crapaud. Et oui, quand on déclenche l'effet cumulé, qu'on travaille l'effet cumulé, quand on avale ses crapauds, eh bien déjà, on va créer un écart de performance entre ceux qui font ça et ceux qui ne le font pas. Et croyez-moi, je ne connais pas Monsieur Bernard Arnault personnellement, mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il a dû avaler beaucoup de crapauds, de couleuvres et faire énormément d'efforts. Alors, l'art de la richesse, et c'est une autre question que je voulais partager avec vous avec un autre bouquin qui est L'homme le plus riche de Babylone, qui est un immense classique et que je vous invite lui aussi à lire. Donc, est-ce que ça peut s'enseigner? Oui, mais pas par Sud Éducation. Ils vont me détester chez Sud Éducation. C'est de l'humour, c'est du second degré, d'accord? Les syndicats, c'est fondamental et c'est un contre-pouvoir essentiel en démocratie et dans le système économique. Sans contre-pouvoir, on n'a que des excès, évidemment. Donc les syndicats sont essentiels à la vie démocratique et économique de notre pays. Mais au-delà, je les taquine encore un peu, oui, parce que Sud Éducation, non, ne sont pas évidemment les plus performants et les mieux placés pour enseigner à nos enfants l'art de la richesse. Et ça commence par ne pas détester la richesse, mais au contraire se demander comment créer les conditions de la richesse au sens large, intellectuelle, artistique, sportive, économique. Encore une fois, on ne parle pas que de l'argent. Le roi de Babylone constate que son pays sombre dans la pauvreté. C'est l'histoire de ce bouquin, il fait venir l'homme le plus riche de Babylone, qui ne s'appelle pas comme ça dans le livre, c'est un petit clin d'œil, mais qui s'appelle Abdelrahman Ben Arnault, vous l'aurez compris, qui a LVMH et qui est l'homme le plus riche de Babylone. Il lui demande si l'art de la richesse peut s'enseigner, et Ben Arnault lui répond que oui. Alors le roi de Babylone demande à Abdelrahman Ben Arnault, eh bien, enseigne l'art de la richesse à mes sujets, et parce que je veux que la prospérité puisse revenir dans mon royaume. Je ne vous dis pas ce qui est dit dans ce livre, qui n'est pas très épais, je vais vous dire. Il a combien? Allez, il a 189 pages, d'accord? Et je vous assure, c'est écrit gros. Voilà, c'est 189 pages, c'est écrit gros. C'est très très chouette. Lisez L'homme le plus riche de Babylone, et ce bouquin-là
devrait être sur la table de chevet de tous les chefs d'État, qui devraient se poser la question que s'est posée le roi de Babylone, qui est comment j'enseigne l'art de la création de richesse à mes sujets et comment je peux apprendre à tous et au maximum à être prospère. Parce que la prospérité doit être une recherche, et encore une fois, cette prospérité, elle n'est pas que financière, elle est intellectuelle, elle est artistique, elle est scientifique, elle est sportive. La prospérité et l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Vraiment. Et encore une fois, pensez à Einstein, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'Einstein était prospère, et pourtant, il n'était pas forcément richissime et il n'avait pas la même fortune qu'Abdelrahman Ben Arnaud, l'homme le plus riche de Babylone. Et enfin, pour terminer ce niveau 1 de comment être moins patate avec la richesse, surtout en France, d'accord, comment être moins patate avec la richesse, c'est fondamental. C'est une vraie question avec la richesse, l'abondance, la création. La création, encore une fois, au sens large, artistique, technique, scientifique. La créativité, d'accord, la capacité à sortir du cadre, etc., etc. Eh bien, vous avez un autre immense classique. Un homme qui a 2 papas, parent 1, parent 2. En fait, c'est papa 1, papa 2. C'est Robert Kiyosaki. Son premier papa, eh bien, il est prof. Il est salarié de chez Sud Éducation, mais le Sud Éducation des États-Unis. Ils vont me maudire chez Sud Éducation, mais je vous aime chez Sud. Et le deuxième papa, lui, c'est un homme d'affaires, c'est son mentor, c'est un voisin entrepreneur. Son papa, c'est un universitaire brillant, c'est le plus intelligent des deux. Il a fait de très grandes études, il est allé post-bac, doctorat, machin, prof de fac, enfin, il a toutes les décorations académiques. Et évidemment, l'homme le plus... Donc ça, c'était l'homme pauvre, il est instruit. Et son papa, il n'a jamais de sous. Et puis, c'est toujours compliqué de payer les factures parce qu'un prof de fac, effectivement, ça ne gagne pas grand-chose. Et les copains de Sud Éducation, cette fois-ci, ils seront d'accord avec moi. Prof en France, c'est quand même pas terrible, mais aux États-Unis, même si c'est mieux avec les charges et les différentiels, etc., en fait, c'est pas terrible non plus, prof aux États-Unis. Et l'autre, lui, il est même pas rentré au lycée. Intellectuellement, il est certainement moins brillant que le papa universitaire. Et pourtant, c'est le père pauvre, c'est le plus instruit, et le père riche, c'est évidemment celui qui a fait le moins d'études, qui n'est même pas allé au lycée, qui s'est arrêté à la fin du collège. Père riche, père pauvre de Kiyosaki, à lire, voilà, à lire. Et une fois que vous avez lu ces ouvrages, mes amis, une fois que vous avez lu Père riche, Père pauvre, une fois que vous avez lu L'homme le plus riche de Babylone, une fois que vous avez compris qu'il fallait avaler le crapaud, et une fois que vous avez compris, et ça c'est fondamental, comment marchent les effets cumulés sur son travail, sur ses choix, sur sa vie, etc., vous avez passé le level 1, le premier niveau de comment je suis moins patate avec la richesse, le succès, l'abondance. Et ce n'est pas mal de vouloir être riche. Riche de ce qui vous intéresse. Alors, oui, la réussite et la richesse, pas que financière, ça s'apprend. Et je vous ai donné gratuitement les 4 livres les plus basiques à lire sur ce sujet-là. Regardez, c'est pas très épais. Vous pouvez lire ça sur une année et ça commencera à changer votre perception des mécaniques de création de richesse. Et vous verrez l'écart d'ailleurs, il faudrait que Ruffin il lise ces bouquins-là et que dans La France Insoumise et chez Sud Éducation, ils lisent ces 4 bouquins-là. Et après, on pourrait commencer à débattre du succès, de la richesse, de la réussite, y compris scolaire, y compris académique, y compris intellectuel, y compris scientifique, et qui pour moi, du haut de mon grenier, sont bien plus importantes évidemment que la richesse financière, car vous avez bien compris que ce que je fais là, du haut de mon petit grenier normand, c'est pas ce qui m'assure une prospérité financière complètement démentielle. D'ailleurs, les belles carrières, elles se font pas du haut d'un grenier normand, elles se font plutôt à la capitale et à Paris, vous l'avez compris. Alors oui, il y a des méthodes et en réalité une éducation nécessaire pour en comprendre les mécanismes. Non, les pauvres ne sont pas pauvres parce que les riches sont riches, mais parce que personne ne leur apprend autre chose qu'à servir un système, et c'est ce que fait essentiellement l'éducation nationale, dont les enseignants de Sud Éducation
à l'insu de leur plein gré, en réalité, forment des serviteurs et pas des leaders. Et donc, moi qui regarde, observe, qui analyse, je vous assure, je trouve affligeant les discours que nos enseignants, mais qui n'en ont pas conscience, hein, c'est vraiment, ce n'est pas volontaire de leur part, mais c'est affligeant les discours, et les discours castrateurs en réalité, ils castrent les rêves de beaucoup de nos enfants. J'ai des exemples absolument effroyables dans mon entourage, et tous ceux qui ont des enfants scolarisés comprendront et comprennent de quoi je parle. Et ce n'est pas forcément méchant de la part des enseignants, on touche à la grande psychologie et c'est compliqué. Nos attitudes et l'effet cumulé de nos choix ou de nos renoncements, de nos paresses ou de nos prouesses font la réussite de nos vies en fonction de nos critères. Moi, je suis extrêmement heureux de ma vie, j'ai pas envie d'en changer, j'aime ce que je fais. Et donc pour moi, c'est ça la richesse et c'est ça ma réussite et ma richesse. Et c'est ma liberté, et donc c'est extraordinaire. Moi, j'ai une vie extraordinaire selon mes critères. Et donc, dans mes critères, il n'y a pas, alors évidemment, j'ai de quoi faire bouillir la marmite, donc je peux m'exprimer ainsi. Je serais certainement pas comme ça si je pouvais pas faire bouillir la marmite et assurer le quotidien. Mais, je n'ai pas forcément besoin de plus et je ne recherche pas forcément plus. Pourquoi ? Parce que pour moi, la réussite, le bonheur, l'épanouissement, c'est de réaliser ce que j'aime en totale liberté. Et donc ça a un prix. Et ça a un prix qui est un renoncement à certaines sommes ou à certaines fonctions que je ne veux pas, justement parce que je ne cours pas après l'argent, mais après la définition du bonheur et de la réussite qui est la mienne. Mais vous comprenez que on a nos renoncements, nos paresses, nos prouesses, et ça fait la réussite de nos vies en fonction de nos critères. Et oui, l'écart peut être de 400 000 fois, et c'est largement explicable, compréhensible et parfaitement moral. Et si vous me demandez si je suis plus heureux aujourd'hui que quand j'étais salarié d'une grande banque française, si vous me demandez s'il y a un écart de 400 000 fois, je vous répondrai oui, et je répondrai oui au député Ruffin. J'ai un écart de 400 000 fois plus de bonheur dans ce que je fais aujourd'hui, d'épanouissement et de réalisation dans ce que je fais aujourd'hui, que lorsque j'étais salarié. Cette liberté qui est la mienne m'apporte un plaisir qui, j'espère, est communicatif et que vous voyez vidéo après vidéo, parce que c'est la réalité de ce que moi je vis. Et donc, ça a été des choix, des critères, des renoncements. Et donc, le renoncement, c'était le renoncement à la sécurité, au salaire et aux avantages que me procurait le salariat dans une grande banque française où j'étais financièrement très bien traité. Voilà. Donc, ce sont des choix. Et donc, les choix de vie, nos choix, nos renoncements, nos paresses, nos prouesses, nos exploits, eh bien, ils ont évidemment un impact fondamental sur notre richesse, sur notre bonheur, sur notre épanouissement. Et oui, l'écart de 400 000 fois, il est largement explicable, accessible ou atteignable. Alors, pour conclure ces quelques réflexions que j'avais envie de partager avec vous, de ces bouquins que je voulais vous montrer pour ceux qui ne les connaissiez pas, pour réduire les inégalités et donner à tous, encore faut-il créer de l'abondance généralisée. Alors, on a l'image du gâteau, il faut qu'il y ait un gâteau pour pouvoir se le partager, ok, bon, d'accord. La réalité, c'est qu'on doit créer les conditions de l'abondance et que n'importe quel dirigeant politique, n'importe quel philosophe, n'importe quelle personne engagée dans la vie de la société doit mener ses réflexions sur comment peut-on assurer l'abondance généralisée. Ça doit être une recherche. On doit se poser la question, on ne doit pas haïr la richesse, haïr l'abondance. On doit la rechercher pour le bien de tous, l'épanouissement de tous. Et cette abondance, il faut qu'elle soit saine, évidemment. Il ne s'agit pas de consommer sans cesse plus en polluant sans cesse plus. On a une abondance fertile, saine, évidemment. Cessez de détester les riches et d'encenser les pauvres. Être pauvre n'est pas une vertu. Être riche, c'est pas un péché. C'est nettement plus nuancé que tout ça dans la réalité. D'accord ? Vous avez plein de gentils riches, plein de méchants pauvres, et inversement. Comprendre les mécanismes de la richesse est une partie seulement du problème. Là, je vous ai parlé un peu des mécanismes de la richesse, du succès, de la réussite. Encore une fois,
un professeur en médecine qui gagne 5-6 000 euros par mois, peut-être 7 000, j'en sais rien, il est très très loin des salaires d'Abdelrahman Ben Arnaud, l'homme le plus riche de Babylone, d'accord. Le salaire d'un professeur en médecine, c'est son épanouissement intellectuel, sa réussite, c'est ses découvertes, c'est le fait qu'un jour il ait prix Nobel, c'est cette notoriété, c'est cette satisfaction à découvrir, à dépasser les limites des champs connus. Enfin, c'est une immense richesse intellectuelle et scientifique. C'est ça la richesse, c'est aussi ça la richesse, d'accord? Mais la pauvreté, elle a aussi ses propres mécanismes. Et donc, quand on parle avec des gens qui sont dans le monde associatif et qui parlent de réinsertion, ce que je fais très souvent, qui vivent la réinsertion, vous ne pouvez pas ignorer que vous avez également des mécanismes de la pauvreté. Et si vous voulez régler la grande pauvreté, mais vous ne le ferez jamais, et ça par contre, c'est une conviction que j'ai pu acquérir avec tout ce que j'ai vu, entendu, expérimenté, etc. La grande pauvreté, la grande détresse, les gens qui sont SDF, qui sont dans la rue, qui sont en rupture complète avec la société, ce sont des gens qui derrière ont d'immenses souffrances. Et tant que vous ne réglez pas les immenses souffrances qui les bloquent, dans leur avancée, dans leur capacité à créer, ces immenses souffrances qui les tirent vers le bas, qui les empêchent d'avoir de l'énergie de vie, de l'énergie d'envie, eh bien, vous ne les sortirez pas de la pauvreté. Vous pouvez toujours leur donner des milliers d'euros, ils n'en feront rien, parce que ce n'est pas leur sujet. Le sujet, c'est la grande souffrance et les grands problèmes qu'ils n'arrivent pas, pour plein de raisons, parfaitement, quand on étudie cas par cas, situation par situation, eh bien on se rend compte qu'il y a des raisons à la grande pauvreté. Elle n'est pas arrivée comme ça. Et la rupture avec la société n'est pas arrivée comme ça. Et donc si vous ne détricotez pas ces modèles de pauvreté, ces modèles économiques, parfois même d'assistanat, etc., eh bien, vous ne pouvez pas sortir les gens de la grande pauvreté, et c'est pour ça que vous n'aurez aucune approche statistique et mécanique qui fonctionnera pour sortir les gens de la grande pauvreté. Vous devrez prendre situation par situation, individu par individu, on ne peut compter que jusqu'à 1 dans ce cas-là, et vous devrez vous occuper de chaque personne individuellement. Et même comme ça, c'est très compliqué, ce sont des chemins qui peuvent demander des années et des années et des années d'accompagnement. Donc il y a des mécaniques à la richesse, mais il y a aussi des mécaniques à la pauvreté, évidemment. C'est voilà, le yin et le yang, le noir et le blanc, enfin le revers et la médaille, enfin voilà, c'est la vie, elle est comme ça. Cessez de détester la richesse, elle est bonne. Elle est souhaitable, elle doit être recherchée, elle n'est évidemment pas que financière, encore une fois, technique, scientifique, culturelle, artistique, environnementale. Elle est désirable, et c'est désirable de faire croître et d'avoir envie de faire croître les arts, la culture, la qualité de vie, la protection de l'environnement évidemment, les technologies, la connaissance, bref. Nous devons avoir une ambition de croissance et de faire croître des choses positive, et encore une fois, faire décroître la consommation bête et méchante, faire croître la réparabilité. Voilà, je crois que si on réfléchit, on est évidemment tous d'accord là-dessus. Je n'ai pas besoin de changer cet écran tous les 2 ans, je pourrais le garder 10 ans, encore faut-il que je puisse le faire réparer si jamais l'alimentation casse, machin, enfin bref, voilà. Mais a priori, je peux le garder pendant des années et des années. Nous devons donc rechercher l'abondance collectivement parce que oui, c'est juste et c'est bien de rechercher l'abondance. Ce n'est pas mal, voilà. Et donc, je pense que c'est important de le rappeler. Soyez fiers de rechercher la richesse dans le sens de l'épanouissement et de la réussite qui est le vôtre. La richesse, ce n'est pas plonger dans une piscine pleine d'or comme Picsou, mais la richesse, c'est aussi la réussite d'un homme comme Einstein, d'une femme comme Marie Curie. Ah, vous pouvez, si je peux vous citer des centaines d'exemples d'individus, d'êtres humains qui ont réussi, dont la vie a illuminé le reste de l'humanité pour très longtemps, et qui n'étaient pas riches de piscines de pièces d'or. Bien que un jour, mes amis, je vous parlerai de Picsou parce que Picsou, c'est quand même un sacré truc. Et moi qui suis un vrai fan depuis l'enfance de cette bande dessinée,
je vous le dévoile en avant-première, je vais vous préparer une petite série de vidéos sur Picsou et on en parlera ensemble. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, vous allez avoir dans quelques jours, donc d'ici mardi 31, dans vos espaces lecteurs pour les abonnés à la Let's Stratégie, le guide placement justement argent 2023, comment je place mes sous en 2023, avec sans transition aucune, je vous parlerai de la définition de mon scénario économique central pour 2023, inflation, récession, hausse des taux, politique des banques centrales, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de guerres, géopolitiques, enfin bon, il y a beaucoup de choses dans la définition de ce scénario central et dans les implications économiques qu'il peut avoir pour vos placements, pour vous là, pour vos sous-sous, vos pépettes, mais aussi pour vos choix professionnels. N'oubliez pas, je travaille vraiment sur le PEL, qui est à travers la Let's Stratégie, 3 dimensions, votre patrimoine, votre emploi, votre localisation. Ce sont les 3 paramètres de votre liberté, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous pouvez vraiment mener et dire. Vous choisissez comment vous placez votre argent, c'est-à-dire votre patrimoine. Vous choisissez comment vous travaillez, où vous travaillez, etc. C'est votre emploi. Et vous choisissez là où vous vivez ou là où vous voulez vivre. C'est le paramètre localisation. Et ces 3 paramètres, je vous assure, c'est 3 piliers fondamentaux de votre liberté individuelle. Et en 2023, encore plus que les années précédentes, il faut vraiment penser dans ce triptyque-là. C'est fondamental pour les années qui viennent, et notamment dans l'emploi. Vous avez tous entendu parler de ChatGPT, je suppose, cette soi-disant intelligence artificielle qui en réalité n'est pas vraiment une intelligence artificielle, parce que ça fonctionne pas, c'est pas par génération spontanée, mais c'est par approche statistique. Je vous en parlerai un jour, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas, il y a beaucoup de métiers qui risquent d'être changés, chamboulés, et y compris des métiers qu'on appelait, entre guillemets, haut de gamme ou de CSP+. Donc, penser son employabilité, encore une fois, c'est fondamental. Les différentes classes d'actifs, avec les risques associés à chacune, risque de liquidité, risque de contrepartie de capital pour l'immobilier, les obligations, les actions, les placements monétaires, etc. Une liste d'actions à surveiller qu'il faudra acheter quand ça va se replier, et une analyse exclusive du VIX, qui est un indice de volatilité surnommé l'indicateur ou l'indice de la peur. Tremblez, braves épargnants, restez à l'écoute, abonnez-vous bien évidemment les amis, mettez-moi un doigt de schtroumpf, partagez cette vidéo massivement, commentez-la, débattez, discutez, parce que ça participe de l'intelligence collective que d'échanger nos points de vue. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur Twitter @insolenciae, le grenier de l'écho, vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo, activer les notifications et me retrouver avec la Let's Stratégie là-haut sur le petit i d'information ou sur /insolenciae.com/boutique pour vous abonner et retrouver la Let's Stratégie dans vos espaces lecteurs. Voilà les amis, d'ici là, eh bien, écoutez, passez une excellente nouvelle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau JT du Grenier. En attendant, dans la semaine, eh bien, vous aurez des petits podcasts du matin et puis des petites vidéos de l'après-midi et du soir, avec un petit podcast le matin et puis une petite vidéo montée chaque soir pour vous faire plaisir, et puis parce qu'en fait tout ça est passionnant et que c'est un grand plaisir de partager tout ça avec chacune et chacun de vous. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous.